Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc j'espère parler assez clairement. Nous vous remercions beaucoup d'être présents et présente ce matin. Isabelle Marchessin et moi-même sommes très heureuses d'ouvrir ces 2 journées de colloque international sur l'historiographie franco-américaine en art médiéval depuis les années 80. Nous avons voulu donner un format original à cette manifestation, à la forte ambition épistémologique et pédagogique. Pour cela, nous avons appelé des chercheurs français et américains à aborder la question de l'historiographie de manière personnelle, à travers le prisme d'un moment choisi et précis de leur carrière scientifique. Nous leur avons demandé de rendre compte de l'impact qu'a eu la rencontre avec un ou plusieurs points de vue de la tradition historiographique dont ils ne sont pas issus sur leur objet ou champ d'étude. Une rencontre qui a pu les conduire à un renversement de perspective, à une solution méthodologique, à une intelligence singulière ou encore à une curiosité déterminante dans l'élaboration de leur corpus ou de leur démonstration. Nous avons voulu que ces 2 journées soient l'occasion, pourrait-on dire rare, d'exposer ces mécanismes émotionnels et dialectiques qui nourrissent la recherche, produisent très souvent un décentrage novateur et créatif et conduisent à la création d'objets et de concepts historiques nouveaux. En sortant des traditionnelles enquêtes historiographiques au moyen de cet exercice de poétique scientifique, nous espérons pouvoir tout d'abord observer de façon moins conventionnelle et peut-être pourrait-on dire moins ennuyeuse, quels ont été les échanges et les circulations depuis désormais 4 décennies entre les États-Unis et la France dans le domaine de l'art médiéval. Aussi tenter d'ébaucher ou amorcer un bilan historiographique des influences entre ces 2 côtés de l'Atlantique depuis plus d'une génération. Mais surtout, faire fructifier les collaborations, rendre possible de nouvelles perspectives d'échange entre chercheurs confirmés, mais aussi avec les chercheurs en devenir, avec les étudiants, les doctorants, à qui nous avons voulu que le colloque soit largement ouvert. Certains ont d'ailleurs obtenu une bourse de l'International Center of Medieval Art, et ainsi nous accompagnerons pendant ces 2 journées. Nous leur souhaitons ce matin la bienvenue. Au cours de ces 2 journées, nous verrons probablement s'esquisser l'influence sur la production française des cultural studies, du linguistic turn, du new historicism ou encore des gender studies, de l'animal turn ou du material turn, tout comme celle des digital studies. Du côté américain, outre l'influence des philosophes français, Foucault, Derrida, Deleuze, Baudrillard, intégrés à la French Theory, seront probablement abordés les apports outre-Atlantique de l'anthropologie historique sur l'image, des travaux sur l'ornement et la sérialité, sur les rapports entre art et liturgie, mais aussi l'influence de l'organisation institutionnelle française, où s'entremêlent dans le champ de la recherche laboratoire interdisciplinaire de médiévistique et institutions d'histoire de l'art et d'archéologie. Les périmètres de recherche dans les 2 communautés, françaises et américaines, en ont-ils été modifiés? Et de quelle manière? Cela sera aussi l'occasion d'observer comment la mise en place de bases de données informatisées, des bases de données patrimoniales, iconographiques, bibliographiques, depuis maintenant 2 décennies, a affecté la manière de faire de la recherche, de choisir les objets d'un corpus et la façon de les traiter. Ce colloque est l'occasion de réunir des chercheurs appartenant aux 2 communautés universitaires, américaines et françaises, pour des échanges et des confrontations que nous espérons fructueux et stimulants. Nous les remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. We would also like to warmly thank our American colleagues for their presence and their institutional commitment alongside us. Most of them have traveled a lot, a long way to be here with us today, and we are really grateful for that. We also thank them for having accepted to communicate in French. Ces 2 jours seront l'occasion d'aborder collectivement la façon dont la rencontre entre traditions historiographiques peut stimuler la créativité intellectuelle.
Le très riche programme du colloque que vous avez pu consulter montre sans doute déjà, à travers les différentes sessions, les domaines dans lesquels l'apport de l'historiographie américaine et française a été la plus forte. L'architecture et la construction, l'espace monumental, la sculpture, l'iconographie manuscrite et monumentale dans l'espace occidental et oriental du monde médiéval, le geste artistique, les transferts, la matérialité. Mais je ne veux pas en dire davantage car la table ronde de demain, qui sera animée par Anne Orange-Poilpré et Cécile Voyer, sera l'occasion de réfléchir à ces questions. Je voudrais juste esquisser quelques pistes de réflexion préliminaires avant de céder la parole à Isabelle Marchessin, des pistes de réflexion qui trouveront probablement écho dans les communications que nous allons entendre aujourd'hui et demain, des pistes de réflexion qui sont celles, je souhaitais le préciser, d'une chercheuse certes curieuse, mais française et spécialiste d'iconographie. Sous l'influence américaine du développement des cultural studies et d'une pensée post-moderne cherchant à décloisonner les disciplines, l'interdisciplinarité, cette démarche pédagogique et scientifique qui consiste à croiser les regards disciplinaires sur un objet commun, à la différence de la pluridisciplinarité qui correspond à une attitude collective de coopération entre les disciplines. Donc cette interdisciplinarité a été prônée, mais quelle influence a-t-elle eue sur l'historiographie française en art médiéval? A-t-elle provoqué une certaine dilution de l'histoire de l'art médiéval, reléguée comme science annexe de l'histoire dans beaucoup d'universités françaises? Par exemple, nous avons vu comment, depuis plus d'une trentaine d'années, les historiens et anthropologues historiques se sont de plus en plus penchés sur le domaine de l'image et l'ont largement renouvelé, jusqu'à mettre parfois en crise la discipline histoire de l'art. Cette question se pose-t-elle pour l'ensemble des perspectives également ouvertes par les Digital Studies? Et comment se positionnent nos collègues américains face à cela? Leur intégration dans les universités américaines au sein de départements qui peuvent parfois ne pas être d'histoire de l'art explique-t-elle leur familiarité avec l'interdisciplinaire et influe-t-elle déjà sur leur mécanisme de réflexion? Si l'histoire de l'art médiéval ne peut se passer d'interdisciplinarité, sa position académique, je crois, tient également à sa capacité à réintégrer dans le champ de ses études le sensible. En quelque manière, cela serait comme réconcilier une position faucillonienne, une position marxiste, réunir le sensible et l'historique. Ce colloque est aussi l'occasion de s'interroger sur l'image d'une recherche française plus traditionnelle par rapport à une recherche américaine plus novatrice. Patrick Gurry faisait remarquer dans un article de 1994 intitulé « Visions of Medieval Studies in North America ». Les Américains travaillent comparativement, s'intéressant plus fréquemment aux schémas théoriques et aux plus larges conclusions et implications de leurs travaux que ne le font beaucoup d'Européens. Le fait d'être très en contact avec les sources, avec les monuments médiévaux, avec la culture matérielle, explique-t-il que la recherche française reste attachée au corpus traditionnel et aux exercices académiques habituels, les monographies, les travaux sur un territoire régional, alors que la recherche américaine se distingue par sa capacité à conceptualiser des corpus hétérogènes et à aborder plus souvent des réflexions thématiques. Ce sont des interrogations que nous lançons. Pour terminer, je souhaitais évoquer l'un des derniers courants interdisciplinaires nés de la recherche américaine, celui des Global Studies, qui voit le jour au cœur d'une ère de mondialisation. Comment l'histoire de l'art est-elle impactée par ce nouveau courant de réflexion? De quelle manière l'histoire de l'art médiéval peut-elle s'en accaparer et faire sienne cette réflexion, afin notamment de sortir d'un fort européocentrisme, comme les historiens ont déjà commencé à le faire en France depuis plus d'une décennie? À quand les histoires connectées de l'art du Moyen-Âge? Je m'arrête ici, mais avant de laisser la parole à Isabelle, nous voulions toutes les deux vous formuler quelques remerciements. Tout d'abord, saluer les partenaires de cette manifestation, l'INHA, l'Université catholique de l'Ouest à Angers, le Columbia Global Center à Paris, l'Institute for Ideas and Imagination de l'Université Columbia, évidemment l'ICAMA, dont nous saluons ici le directeur Ryan Flusinger,
Nous voulions également remercier pour leur soutien les membres du comité scientifique, ainsi que les présidentes et présidents qui ont accepté de présider les sessions de ce colloque. Pour ma part, je souhaite également exprimer ma gratitude à Isabelle Marchessin de m'avoir proposé cette collaboration sur un sujet si passionnant. Cela a été un immense plaisir, et je te le saurai encore pour ces 2 jours, de travailler avec elle. Nous voulions également remercier Pierre-Marie Salé et Nicolas Varenne, tous deux chargés d'études et de recherche à l'INHA, pour leur aide dans la préparation du colloque. Enfin, remercier Mathilde Desbois de la Roche du service événements de l'INHA pour son soutien et sa réactivité. Enfin, toutes les équipes, l'ensemble des équipes de l'INHA. Je termine juste en vous donnant 2 précisions. Une modification du programme, puisque ce matin est absent Damien Bernet. Donc nous aurons, après l'introduction de Suzanne Boyton, notre pause de la matinée. Et ensuite, nous enchaînerons les 3 communications, celle de Xavier Barral, de Robert Maxwell et d'Étienne Hamon. Nous voulions également vous préciser qu'il n'y a pas de publication prévue de ces actes de colloque. Néanmoins, les interventions sont filmées et seront diffusées sur le site de l'INHA, mais également de l'ICIMA, où elles seront traduites pour le public américain. Je vous remercie et je laisse la parole à Isabelle. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Ma comparse, que je remercie aussi des conditions dans lesquelles nous avons mené à bien la préparation de ce colloque, vous a présenté l'arrière-plan théorique des interventions que nous entendrons pendant 2 jours. Et pour ma part, à ce colloque original, et je dirais qu'aborder l'historiographie est déjà en France un certificat d'originalité. J'ajouterai un petit prologue peu conventionnel qui en incarnera la genèse. Alors ce colloque me tient tout particulièrement à cœur parce qu'il incarne la collaboration scientifique qui lie historiquement les médiévistes des 2 rives de l'Atlantique, certes, mais aussi parce qu'il est une réponse d'amitié qui prolonge une histoire d'amitié, elle-même très féconde. J'ajouterai qu'il s'adresse, comme Nathalie l'a dit, principalement aux étudiants, c'est-à-dire à la génération qui suit. Non que nous soyons aussi âgés que cela, mais la complexité du monde dans lequel ils établissent leur culture et leur savoir est bien plus grande que celle dans laquelle nous-mêmes nous grandîmes. Une histoire d'amitié, disais-je, et comme Nathalie, je voudrais remercier très chaleureusement tous les intervenants de leur présence ici, et en particulier nos collègues américains, qui se sont fort généreusement rendus disponibles et ont également pris en compte les contingences matérielles de l'organisation d'un tel colloque. Et parmi eux, je voudrais distinguer Suzanne Boyton, sans qui ce colloque n'existerait pas, et dont l'aide au montage du projet a été vraiment très précieuse. Il y a de cela une année, Suzanne est venue me trouver en se demandant comment réactiver les liens très forts qui existaient entre les médiévistes américains et les médiévistes français dans la 2e moitié du XXe siècle. Comme co-directrice de publication de la revue Gesta, de l'International Center for Medieval Art, c'est-à-dire la branche américaine du Centre international d'études romanes, fondé en 1956 à Autun, elle se demandait comment replacer au cœur de ces échanges la revue qui en a si longtemps témoigné. Elle vous racontera cette histoire. Je me contenterai de vous expliquer pourquoi il m'a semblé que l'amitié scientifique, qui a permis d'élaborer un savoir construit pendant des décennies, par-delà les écoles, par-delà les communautés académiques, ne trouverait meilleur terrain d'expression que dans le format d'une égo-histoire. Depuis une dizaine d'années, dans le cadre de la soutenance d'une HDR, cette 2e thèse habilitant à diriger les recherches que doivent présenter les enseignants-chercheurs de l'université en France, il leur est demandé de rédiger un mémoire en plus de leurs recherches inédites. Dans ce mémoire,
Les chercheurs restituent leur parcours scientifique dans une perspective historiographique et épistémologique. Cela ne les construit que fort rarement en historiographe, mais cela les enjoint à poser leur réflexivité en propos lui-même scientifique. Et l'exercice a ses vertus. Pour ma part, j'avoue être resté longtemps devant une page blanche, presque paniqué, devant les innombrables influences historiographiques dont je voyais bien que ma recherche avait été imprégnée. Et puis j'ai eu l'idée de retracer mon parcours comme autant de rencontres avec les amis scientifiques que je m'étais choisis, que j'ai eu la possibilité de les rencontrer et de débattre avec eux en personne, ou que je les ai rencontrés à travers leurs articles et leurs livres. Et je citerai Cicéron, dans un format peut-être que vous n'attendriez pas. Si l'amitié recèle toutes sortes d'avantages et d'importance, elle les surpasse tous, parce qu'elle auréole l'avenir d'optimisme et n'admet ni la démoralisation des esprits, ni leur capitulation. Observer un ami équivaut à observer une version exemplaire de soi-même. Les absents sont alors présents, les indigents sont riches, les faibles pleins de force, et ce qui est plus difficile à expliquer, les morts sont vivants. Mon essai d'égo-histoire se construisit alors en une litanie de gratitude et de remerciements articulés en autant d'approches et plans conceptuels sans cesse renouvelés, vivants de leur enrichissement, constants par les autres. Je pensais alors faire œuvre originale, évidemment non. Nombre de mes collègues m'ont expliqué ensuite avoir choisi le même format. Nous ne pouvons élaborer notre pensée scientifique sans ces frottements, déstabilisations, renouvellements, enrichissements que sont les apports des autres. Et plus ils sont autres, plus ils sont riches. Et j'en arrive à ce qui me semble être la clé de voûte de notre vaste communauté, cette amitié scientifique. Il est essentiel de la défendre aujourd'hui dans notre monde contemporain et, me semble-t-il, pour plusieurs raisons dont je citerai, me semble-t-il, les trois principales. La parole scientifique et les doutes consubstantiels qu'elle assume sont de moins en moins compris par la population et par les politiques. Et je me permettrai juste ici de saluer, si vous ne la connaissez pas encore, de l'évoquer, l'Association des scientifiques pour la restauration de Notre-Dame qui vient d'être créée et dont j'espère de tout cœur qu'elle aura les moyens de travailler et qu'elle sera entendue. Pour maintenir les doutes à la place ontologique qu'ils occupent pour faire science, donc, nous devons permettre à nos interlocuteurs comme à nos lecteurs de s'approprier tous les paramètres de nos objets d'enquête, ainsi que tous les éléments de notre démonstration. Et cela afin de les mettre en situation de nous contredire. N'est-ce pas là une marque de confiance, d'amitié précisément, que cette capacité à donner vraiment, à livrer, en le délivrant de soi, l'ensemble de ce que nous avons trouvé et compris, afin que cela soit débattu et contredit. Cette générosité intellectuelle est essentielle. C'est elle qui nous fait passeurs et pédagogues, et c'est d'elle dont vont témoigner tous les intervenants de ce colloque, parce qu'ils en ont bénéficié. En d'autres termes, nous avons rarement raison seuls, mais nous avons raison ensemble. L'amitié scientifique est aussi essentielle aujourd'hui parce que nos savoirs constitués sont souvent nivelés au rang d'opinion, laminés par une fake science rapide, facile, qui va dans le sens de ce biais cognitif très dommageable qu'est le biais de confirmation. Il est tellement plus simple d'aller vers ce qui conforte ses convictions que de s'ouvrir à la possibilité de ne pas avoir totalement raison. Et cela augure de tellement, encore et encore, de remise en question et donc de travail. De ce biais de confirmation, nous ne sommes certes pas exempts, mais au moins nous le savons. Nous luttons constamment contre lui afin d'intégrer à nos schémas analytiques ce qui leur est hétérogène. Et là encore, la capacité dans laquelle nous nous mettons de recevoir l'altérité et la contradiction relève de ce que j'appelle l'amitié scientifique, en ce que cette altérité
voire cette contradiction, auront elles-mêmes été formulées avec suffisamment de clarté et de générosité pour être reçues à la véritable mesure de ce qu'elles sont. Des apports, des étayages, de nouvelles ressources qui favorisent la mobilité et la fertilité intellectuelle. Outre qu'elle se doit d'être contradictoire, la production scientifique se doit aussi d'être impermanente, plastique, évolutive, sans cesse renouvelée. Rien d'axiologique dans tout cela. Le lexique lui-même a le droit et le devoir de muter, à la condition expresse de sa clarté. Et à titre d'exemple, mon équipe à l'INHA se débat dans la rencontre compliquée, par exemple, entre l'ontologie numérique et l'ontologie théologique. Et alors ? Nous sommes tous sur nos chemins et avons identiquement le droit d'en recomposer l'empierrage selon nos questions et nos enjeux. Mais il n'y a de communication possible que dans les conditions de sérénité qui posent la possibilité d'ouverture, dans la confiance, en la bienveillance, en face de soi, et dans l'autorisation qui nous est faite de nous nourrir de l'amitié scientifique. Les intervenants du colloque témoigneront des possibilités et des terrains qui leur ont été offerts dans le cadre de leur formation, puis de leur carrière, en l'occurrence grâce à des rencontres outre-Atlantique. Celles-là même qui leur ont permis d'accomplir leurs révolutions successives. Nos étudiants, ici présents aujourd'hui, doivent bénéficier des mêmes opportunités, d'où qu'ils viennent, quelle que soit l'autorité de leur magistrie et les contraintes des écoles de pensée, voire des disciplines au sein desquelles ils ont initié leurs recherches. Ils ne doivent jamais oublier que l'herbe est tout aussi verte ailleurs. J'aimerais les inviter au voyage en terre de partage. Cela leur permettra aussi de rappeler, à qui l'oublierait, qu'ils sont chacun singuliers et que s'ils portent des mémoires, des savoir-faire et des histoires, ils n'en restent pas moins libres de choisir leur route. Être un disciple rassure un temps, construit, mais nul ne resterait disciple qui ne s'en trouverait borné, limité et même stigmatisé, peut-être, par d'autres maîtres. Un disciple devient compagnon qui se déplace, intellectuellement comme physiquement, pour se former ailleurs et autrement. C'est ainsi que se construit la liberté intérieure et la créativité intellectuelle. La troisième raison qui me fait placer au centre de mon propos, l'amitié scientifique, c'est le contexte très difficile dans lequel se trouve notre discipline aujourd'hui. Peu de moyens, peu de place, peu de débouchés. Et pourtant, il y a tellement moins d'intérêt dans la compétition que dans la collaboration. Et il est terriblement clivant de comparer les spatialités si variées que nous déclinons dans nos recherches, comme nous le verrons pendant ces 2 journées. L'architecture aura-t-elle un caractère d'urgence plus important que l'histoire des réseaux artistiques? Les études d'esthétique seraient-elles dépassées par l'iconographie? Avec bienveillance pour la génération à laquelle nous voulons transmettre et qui mérite l'émulation sans les conflits, nous devons agir collectivement à les mettre en capacité de recevoir la connaissance ou la contradiction de la part d'un ami étranger. C'est ce que nous allons tâcher de montrer aujourd'hui et demain, tous ensemble, et de cela, très sincèrement, je vous remercie et passerai la parole à Suzanne. Bonjour. Comme mes collègues, je tiens à remercier l'Institut national d'histoire de l'art pour leur accueil et pour l'organisation de ce colloque, toutes les équipes d'Isabelle Marchesin et tout particulièrement Isabelle Marchesin d'avoir rendu possible ce moment d'échange et de réflexion à propos des regards portés par les Américains et les Français sur leurs pratiques et mentalités historiographiques réciproques. Et je suis reconnaissante également à Columbia University, à mon université, son Global Center et son institut, Institute for Ideas and Imagination, qui ont contribué à son organisation, à l'organisation matérielle du colloque.
Je vous parle aujourd'hui en tant qu'une des rédactrices de la revue Gesta, et malheureusement, ma co-rédactrice Diane Riley n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Gesta est publié par le International Center of Medieval Art, représenté ici aujourd'hui par son directeur d'administration Ryan Friesinger, et je tiens à remercier l'ICMA d'avoir fourni des fonds pour la prise en charge de plusieurs étudiantes afin qu'elles puissent assister à ce colloque, et je leur souhaite la bienvenue. J'aimerais exprimer ma reconnaissance envers Ryan de nous offrir un panorama historiographique physique et complet sous la forme d'exemplaires gratuits de tous les numéros de Gesta depuis le début, depuis 1963, qui sont disponibles dans la salle du rez-de-chaussée pour la consultation, mais non seulement pour la consultation, aussi pour une lecture plus approfondie pour les participants qui aimeraient les emporter chez eux. Vous trouverez aussi de petites fiches qui vous expliquent les atouts de l'adhésion à l'ICMA et aussi de belles marques livres qui, dans certaines, par les soins de Ryan, ont été traduits. Le texte a été traduit en français pour expliquer les avantages d'une adhésion à l'ICMA, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Dans les quelques minutes de mon intervention, j'aimerais esquisser un aspect de l'histoire des échanges franco-américains en histoire de l'art médiéval à partir du milieu du XXe siècle, et c'est l'influence de l'ICMA. Aux origines de l'ICMA était le Centre international d'études romanes, fondé à Tournu en 1953 selon la tradition française et en 1952 selon la tradition américaine. Les membres de ce centre étaient alors à 75% de nationalité française. En 1956, le siège du centre fut transféré à Paris. La fondation de la section nord-américaine du centre eut lieu la même année. L'historique du Centre international d'études romanes consultable sur le web met l'accent sur le rôle de sa secrétaire, Madeleine Chavanon, tandis que le récit des origines de l'ICMA par l'historien de l'art François Buchet, un professeur français ayant fait sa carrière aux États-Unis, porte plutôt cette histoire au crédit d'Émile Malle et de Jean Baudry-Deveau. Le discours du Buchet fut publié 2 fois dans les numéros d'anniversaire du Gesta de 1986 et de 2006. En 1963 paraît le premier numéro du Gesta, sous la forme d'un bulletin rédigé par Buchet en tant que secrétaire du centre. Les auteurs des 4 articles sont des femmes, dont 3 étudiantes. La première, Anita Glass, fut responsable de la conservation des diapositives dans la bibliothèque d'histoire de l'art de Brown University. Bien que n'ayant pas le statut d'enseignant-chercheur, elle était très impliquée dans la recherche en histoire de l'art. On la connaît peut-être aussi comme la mère de notre collègue américaine Dorothy Glass, qui m'a donné une petite biographie sur sa mère. Il y a aussi un cycle de conférences à l'honneur de Anita Glass, aujourd'hui à Brown University. On constate donc la présence des femmes dans les premières années de l'histoire des 2 centres et dans leurs publications, ce qui est d'autant plus remarquable que les femmes étaient alors relativement peu présentes à l'université, du moins aux États-Unis. Le deuxième numéro, je passe en revue juste les premières pages du premier numéro de 1963. Le deuxième numéro du bulletin, publié en 1964, aborde des sujets aussi variés que l'architecture des voies de pèlerinage vers Rome, les fresques de Saint-Baudélio de Berlanga, l'orfèvrerie ottonienne et les sculptures Gislebertus. Carol Krinsky, la seule femme parmi les auteurs du deuxième numéro, alors encore en doctorat, publiait son premier article sur les critiques de l'architecture médiévale au XVIIIe siècle. Un travail qui trouvait son origine dans le séminaire de Harry Bober à l'Institute of Fine Arts à New York, de New York University. Excusez-moi, j'ai très soif. En effet,
La plupart des auteurs de ce numéro étaient des étudiants de Bober. Gaston n'était pas encore une revue dédiée aux travaux de recherche. On y trouvait plutôt des notes de recherche et des informations sur les publications, des comptes rendus des expositions, des congrès et des fouilles archéologiques. La deuxième partie du second numéro est entièrement consacrée au rapport de François Buchet sur les fouilles du palais de Theodorica Spolète, entreprise par International Center of Romanesque Art, en collaboration avec le gouvernement italien. En dépit de l'envergure internationale de ce projet, ce n'est qu'en 1965, dans l'introduction à un numéro qui comprend quelques auteurs étrangers, que François Buchet affirme que le bulletin a enfin pris une envergure internationale. La figure de Buchet doit être mise en contexte au sein d'un groupe de professeurs dont l'empreinte a marqué l'histoire de l'ICMA. À l'Institute of Fine Arts de New York University, Harry Bober; à Yale, Sumner Crosby et Walter Kahn; à Columbia, Robert Brenner. Ces grandes universités, lieux de prédilection pour l'art et l'architecture français, ont déterminé l'orientation, en quelque sorte, de l'histoire de l'art médiéval dans l'ensemble des grandes universités américaines. Dès le XIXe siècle, le goût prononcé des Américains pour l'art médiéval s'était manifesté notamment par la création des grandes collections des Rockefeller, de Pierpont Morgan, ici on voit la façade de la bibliothèque, de John Gray Barnard, fondateur de Cloisters, qu'on voit ici dans une photographie ancienne, et un peu plus tard dans les fouilles du professeur de Harvard, John Kenneth Conant, à l'abbaye de Cluny. Conant a d'ailleurs présenté ses recherches en 1957 aux adhérents du Centre d'études romanes à Tournu et les a fait visiter Cluny en 1960. Selon un rapport publié par Madeleine Chavanon, donc la secrétaire du Centre français, publié dans la revue Archéologia en 1966. La fondation de la branche américaine du Centre d'études romanes est un rejeton de cet engouement des chercheurs et des collectionneurs américains. En dépit de la présence ponctuelle des chercheurs américains tels que Sumner Crosby parmi les adhérents du Centre français, le Centre d'études romanes ne fut pas le théâtre d'échanges franco-américains aussi fructueux qu'on pouvait l'espérer, et les centres français et américains se dissocièrent définitivement en 1966. Simultanément, constatant que la désignation de art roman était trop étroite pour la société savante que le centre américain était en train de devenir, il fut rebaptisé le International Center of Medieval Art. Son siège fut transféré de Institute of Fine Arts de New York University au musée de Cloisters, donc partie du Metropolitan Museum, en 1969, il y a juste 50 ans. Dans sa chronique de l'histoire du lycéma, Walter Kahn, l'historien de l'art franco-américain, compare cette histoire de la fondation, à la fondation de l'ordre cistercien avec ses multiples recommencements et déménagements. Et on pourrait même dire peut-être crise d'identité. Alors, Gesta témoigne de l'évolution des préoccupations de la recherche. Dans les années 1970 et 1980, l'architecture et la sculpture restent les domaines privilégiés, en compagnie, bien sûr, de contributions sur l'enluminure, les fresques et les objets d'art. Mais le champ s'étend peu à peu à d'autres questions. En 1970, la revue publie les communications d'un colloque sur la Renaissance du XIIe siècle, qui était alors à la mode, et 3 ans plus tard, d'un colloque sur le cloître médiéval. En 1994, un numéro est consacré à Neuron, je ne sais pas comment dire en français, Neuron Activation Analysis and Medieval Limestone Sculpture, donc la tendance scientifique. En 2002, à l'identité artistique dans le Moyen-Âge tardif. Et en 2004, aux rencontres et échanges artistiques avec l'islam et l'art islamique. Les pages de Gesta rappellent souvent la mémoire des chercheurs américains. Donc, un volume d'hommage à Sumner Crosby en 1976, un autre hommage à Whitney Stoddard pour le 30e anniversaire de l'ICMA en 1986, un numéro en 2000 sur Robert Brenner and the Gothic,
Et en 2002, des contributions en l'honneur de Meyer Shapiro et Michael Camille, récemment décédés. Les rédacteurs plus récents, donc mes prédécesseurs, Linda Safran et Adam Cohen, ont introduit une série de notes appelées Encounters, de textes, donc de notes assez courts qui décrivaient, entre autres, l'influence de personnages importants tels que Richard Krauthammer, qu'on voit ici dans la diapo. Un extrait du texte de Charles McClendon. Dans les premières années de Gesta, les auteurs et les sujets féminins étaient présents, mais rarement mis en évidence, avec des exceptions. Donc, à l'exception de 1992, l'architecture monastique pour les moniales, pour les femmes religieuses, et en 1998, l'hommage à Jane Hayward sur les vitraux. C'est un peu plus difficile à voir, mais c'est sur la droite. Au cours du temps, Gesta incarna de plus en plus l'ouverture de l'histoire de l'art médiéval vers Byzance et la Méditerranée, le judaïsme et l'islam, le genre et les sexualités, et dans toutes les périodes que l'on peut qualifier de médiévales, le long Moyen-Âge, les techniques artistiques les plus diverses et les approches critiques et théoriques les plus variées. Les questions méthodologiques, sans oublier la mise en valeur des collections, avec la chronique du recensement des corpus de sculptures romanes et gothiques conservés en Amérique du Nord. Jusqu'en 2000, Gesta publiait des articles en français ou en allemand, quoique la majorité du contenu était en anglais. Pour des raisons inconnues, enfin au moins à moi, Gesta est alors devenu 100% anglophone pour la plupart des dernières 20 années. Suite à une suggestion récente d'Isabelle Marchesin et une discussion étendue au sein du comité de publication du LICEMA, nous avons décidé que Gesta accepterait désormais des propositions d'articles en français. Les articles acceptés pour la publication seront ensuite publiés dans une traduction anglaise fournie par l'auteur ou par l'intermédiaire de la rédaction. Il s'agit d'une expérience de 2 ans au terme de laquelle sera discutée l'éventuelle ouverture de cette possibilité à d'autres langues telles que l'allemand, l'espagnol et l'italien, qui sont les langues des monographies prises en considération pour le prix annuel du LICEMA. Comme c'était le cas auparavant, l'adhésion à l'ICEMA reste indispensable pour les auteurs d'articles, donc même pour les propositions d'articles dans Gesta, et 25% des membres se trouvent aujourd'hui en 30 pays, donc à l'international, en dehors des États-Unis. L'adhésion comprend un abonnement à la revue, avec l'accès à une version en ligne où toutes les illustrations sont consultables en couleur, tandis que certaines seulement apparaissent en noir et blanc dans la version imprimée et dans les fichiers PDF qu'on peut télécharger depuis les bases de données universitaires, et l'accès à l'ensemble du numéro passé. En dehors de l'abonnement à Gesta, les atouts de l'adhésion à l'ICEMA sont l'accès aux bourses de recherche donc, qui sont indiquées sur le site web, avec une prise en charge des frais de voyage, des subventions de publication et d'exposition, et la possibilité de candidater pour le prix annuel du livre. Pour les étudiants, l'ICEMA offre des bourses de recherche et un prix pour les mémoires. En outre, les membres peuvent aussi proposer des communications dans les séances organisées par l'ICEMA dans le cadre des congrès internationaux. Donc, il y a Leeds, College Art, Kalamazoo, etc. En effet, devenir membre de l'ICEMA facilite la floraison des échanges qui sont le sujet de ces journées d'études et qui en seront aussi, j'en suis sûre, la conséquence. Et donc, j'aimerais conclure par juste un dernier renseignement pratique pour aujourd'hui. Le cocktail est réservé aux membres du colloque qui resteront donc dans la salle à la fin de la dernière séance et peuvent se réunir afin d'y aller ensemble. Je vous remercie. Et on prendra maintenant
la pause café. Tant attendu.